Baptiste, Florentin et moi-même, nous nous sommes réunis sur un chat Discord pour revenir sur la production de leur jeu vidéo nommé Swing the Universe. Ensemble, nous allons décortiquer les différentes étapes qui leur ont permis d'arriver au bout de leur projet. Le jeu est sorti le 24 février 2022 sur Steam et sur itch.io. C'est un jeu de plateforme 2D dans lequel on progresse en lançant un grappin qui s'accroche à des éléments du décor afin de récupérer des orbes noirs disséminés un peu partout dans le niveau. Le jeu se veut accessible à différents publics puisqu'il est possible de passer d'un niveau à l'autre sans avoir récupéré tous les objets. Mais la présence d'un chronomètre et d'un pourcentage de complétion affiché à chaque fin de niveau incite les joueurs adeptes de performance à finir le jeu à 100% et contre la montre. Bonjour Baptiste et Florentin. Salut. Bonjour. Et pour commencer, est-ce que vous pourriez me dire, comment, vous avez décidé de vous lancer dans ce projet? Qu'est-ce qui a été le premier élément, déclencheur? Et ben, on a commencé ce projet parce que c'était un peu en réaction avec un autre projet, qu'on avait fait avant où on avait été un peu trop ambitieux et on a eu quelques problèmes pendant la production et ce projet c'était, l'idée de base c'était de faire un jeu, assez rapidement et surtout, sans avoir trop une idée trop précise du jeu qu'on ferait à la fin, plutôt de partir d'une idée, assez simple. Donc l'idée de départ c'était le grappin. On voulait mettre un grappin qui serait le cœur du jeu. Et ensuite, petit à petit, faire d'un prototype, le tester, le faire tester et faire avancer le projet à partir d'une mécanique très simple pour, arriver jusqu'à l'étape finale dans laquelle il est maintenant. D'accord, parce que du coup, comme vous êtes connus à l'école, à une école de jeux vidéo Oui, c'est ça. C'est ça. et vous avez tout de suite commencé à travailler ensemble, après ça? Non, pas vraiment. Pas immédiatement, non. On a d'abord fait nos stages et puis on a travaillé, tous les 2 un petit peu dans des boîtes, type Ciné en France ou même en Suisse, il me semble pour toi, Baptiste? Enfin, voilà. Ouais. Donc en gros, on s'est retrouvés un an après la fin de notre école pour commencer à travailler sur des projets de jeux. Ouais, c'est ça, c'est à peu près ça, ouais. D'accord, donc une première année, en entreprise et entreprise de jeux vidéo aussi pour tous les 2. P pas vraiment de mon côté, c'était avec des technologies du jeu vidéo, mais c'était pas vraiment du jeu vidéo. Et moi, c'était une vidéo, ouais. Et après vous avez eu envie de commencer à travailler ensemble et vous avez commencé un autre projet, mais qui était trop ambitieux, c'est ça? C'est ça, oui. D'accord, c'était quoi comme, projet, si on peut en parler? Bien Ouais, sûr. c'était un RPG tactique, avec une carte dont nos actions, auraient un impact sur l'évolution des forces qu'il y aurait sur la carte. Donc, il y a un côté un peu politique des différentes factions qui évoluaient sur cette carte et en fonction de nos actions, les différentes factions pouvaient avoir plus ou moins d'importance. Ça demandait, beaucoup, de travail pour une équipe de personnes, c'est ça? Ouais, surtout pour un premier projet, c'est Ouais. c'est quand même compliqué. Ouais, c'est ça. En Ouais, particulier les d'accord. RPG, enfin toute la partie RPG du jeu, c'est quand même ça demande beaucoup de travail, il y a beaucoup de contenu à faire et pareil avoir une carte, évolutive qui change en fonction de nos actions, ça je pense qu'on se rendait à peine compte de à quel point ça pouvait être compliqué et on n'est Ouais, pas allé jusqu'au bout de toute façon. en plus, on avait 2 visions assez différentes du projet, c'était difficile de tout faire concorder et d'avancer correctement. Ça prenait vraiment trop de temps, ouais. OK. Donc c'est pour ça que vous avez choisi, ensuite une idée plus simple, plus, le cœur du gameplay et pour, s'en servir un peu comme fil conducteur, pour la suite, du développement? Tout à C'est fait. ça. On a OK. changé un peu de manière de procéder plutôt que de partir sur un concept qui était assez figé, mais dans chacune de nos têtes, figé un peu différemment, donc ce qui faisait qu'il y avait des moments où c'était un peu difficile de prendre une décision entre l'une ou l'autre des visions. On est plutôt parti sur une vision assez, floue de ce que ça donnerait à la fin et on se décidait au cas par cas, quand on avait des choix à faire. Et qu'est-ce qui vous a poussé à commencer ça ensemble? Parce que je veux dire, dans une école, vous avez dû connaître aussi d'autres personnes qui pouvaient être intéressées, j'imagine? Ou est-ce que vous avez cherché à embaucher d'autres personnes pour compléter l'équipe? Alors, Mmh. je pense que ce qui a fait qu'on s'est rapprochés, c'est, tout simplement qu'on s'entend bien, de façon naturelle, Mmh mh. genre que ce soit dans le travail ou en dehors. Mmh. Il me semble qu'à l'école, on n'a pas eu trop l'occasion de travailler ensemble sur des gros projets, à la limite des game jams ou des On trucs du avait genre, fait, donc ouais, quelques game jams et il me semble qu'il y avait un été quand même, on avait essayé de
de faire un projet pendant l'été. Tout Bon, premier, ouais, je m'en il souviens s'était pas effectivement. il était pas on n'avait pas amené à bien, mais à terme, mais c'était déjà sympa. Enfin, moi, j'avais déjà bien apprécié de travailler avec toi sur ce projet-là, donc Ouais, tout à fait, tout à fait. Voilà, c'est surtout qu'on s'entendait bien. Effectivement, dans notre école, il y avait d'autres personnes, avec qui on aurait pu travailler, mais on avait déjà, un peu «toutes les compétences» entre guillemets à 2, pour, en tout cas, celles qui étaient mmh. disponibles dans notre école, on va dire. D'accord, parce que toi, Florentin, tu enfin, si je me trompe pas, tu es en plutôt côté, Artistique, tout à fait. illustration C'est ça. et Baptiste plutôt côté, programmation. Ouais, c'est ça, oui. OK, du coup, ouais, vous vous êtes dit qu'avec ces 2 compétences, ça pouvait suffire, pour le jeu? Ouais, on couvrait en tout cas les axes principaux, quoi. Il y avait quand même, il y a quelques compétences qui nous manquent aussi et avec lesquelles on s'est bataillé pendant ce projet-là, mais on pourra peut-être y Ouais, revenir après. OK, OK. Il y avait un autre point sur lequel, tu disais pourquoi nous et pas d'autres, c'est qu'en fait, ben, parmi notre promo, il y avait quand même pas tant de gens qui étaient prêts à travailler en indépendant. Ça fait quand même assez peur aux gens, de se lancer dans un projet où, il y a pas de fonds tout de suite, on sait pas quand qu'on commencera à être rentable, que c'est quand même assez précaire comme situation et la plupart des gens avec qui on était, à l'école, ont plutôt trouvé des postes dans des grosses boîtes qui leur convient mieux comme ça. Mmh, OK, et ça, c'était un truc que tous les 2, vous aviez envie de creuser plutôt, quoi? Ouais, moi je sais que dès que je suis arrivé à l'école, je savais éventuellement je pourrais travailler dans des boîtes, pour acquérir de l'expérience, mais le but final, c'était quand même de monter ma propre boîte et de faire des jeux indépendants, Je crois qu'on était pas mal au tout début de l'école à penser comme ça, mais, c'est vrai. Et ensuite, il y a eu quelques exemples, Ouais, disons que d'accord. notre classe s'est assez vidée, donc, déjà il y a pas mal de gens comme ça qui sont partis. je pense que le visionnage du film Indie Game The Movie aussi qui a pas mal refroidi, beaucoup de de gens qui voulaient aller travailler en indépendant. Parce que ça montre quoi ce film? Ça retrace des trajets de développeurs indépendants et comment ils ont fait leurs jeux et ça montre quand même pas mal, les difficultés et tous les obstacles qu'ils ont dû surmonter pour y arriver et c'est vrai que c'est on sentait que c'était difficile quoi, qu'il fallait être motivé et être prêt à sacrifier, certaines choses quand même. Ouais, surtout que c'est ceux qui étaient montrés, c'était des jeux indés à succès et donc on n'imaginait même pas ce que ça pouvait être pour, ceux qui Ce qui n'est pas ceux qui réussi. étaient pas vus, quoi. Mmh, OK, et donc c'est à partir de quand que vous commencez à travailler sur ce projet? Quelle année? C'était il y a 2 ans, 3 ans? Swing the Universe, Mmh mh. c'était, Voilà, mmh, en 2019, 2019. ouais, vers, milieu fin 2019. D'accord, et du coup, à ce moment-là, quand vous commencez, à travailler sur ça, bah, comment est-ce que vous imaginez la progression, de la production du jeu? Vous pensez que ça va durer combien de temps ou? Mmh, je me souviens plus exactement qu'est-ce qu'on disait, mais bon, clairement, on n'avait pas prévu que ça prendrait autant de temps que ça. Mmh mh. Je crois que dans mon esprit, je me disais, j'avais pour objectif 6 mois de travail sur le projet et je me disais au fond: «Bon, ça prendra probablement plutôt 1 an que 6 mois, mais je continue à viser 6 mois comme ça, on évite de trop déborder». Je sais pas si tu avais un peu la même, vision toi, Flo? Ouais, pour moi, 6 mois, c'était court. Je crois que les 6 mois, c'était surtout pour vérifier, si, le projet pouvait être mené à bout. Fonctionner? Si on avait Mmh. réussi à bien travailler et à bien avancer, contrairement au projet qu'on avait avant. Mmh. Mmh. Parce qu'effectivement, le précédent projet, on avait bossé dessus environ 6 mois avant de se rendre compte qu'il y avait encore beaucoup de travail, qu'on avait du mal à prendre certaines décisions, que ça allait être compliqué et que du coup, c'était un peu les 6 mois qui étaient des tests de savoir si c'était viable. Ouais. En fait, c'est un peu pour voir si vous pouvez mener le projet jusqu'au bout et voir vraiment toutes les étapes, de développement que vous pensez que vous voulez faire un jeu court, quoi. C'est ça, ouais. C'est ça. OK. Alors il se trouve que, si je me trompe pas, ça a duré plutôt 2 ans Ouais, presque 2 ans et demi même. et bon, c'est très classique pour plein de projets, que ce soit enfin, en jeux vidéo ou en informatique ou en plein d'autres choses, hein. Mmh. Mais bah, du coup, comment, ça s'est passé durant, ce développement? Est-ce que vous aviez une journée type, par exemple? On a des horaires assez, particulières entre nous et le fait, d'avoir notre propre boîte nous permettait de choisir un petit peu comment se dérouler notre journée. Bon, le fait est que ça a été efficace parfois, ça a été moins efficace d'autres fois, voilà, c'était assez, partagé quand même sur le résultat. Ouais. Mmh.
Au final, je pense qu'on va prendre la décision de se essayer de se mettre un rythme plus contrôlé et plus proche, en fait, de ce qu'on peut retrouver dans les boîtes traditionnelles, tout simplement. Parce que c'est vrai Mmh. que niveau motivation et niveau, bah, je pense que c'est surtout au niveau de la motivation que ça nous aiderait. Mmh. Mais niveau communication, on n'a pas eu de problème à travailler à des horaires, «décalés» entre guillemets. Comment vous faisiez? Vous aviez des réunions à certains moments, genre une fois par semaine ou par mois, Je dirais pas trop des réunions, enfin ou alors plutôt des réunions un peu informelles, c'est-à-dire que quand il y avait des décisions à prendre, ben, on se mettait, on discutait en direct. Mais en fait, souvent comme, on était, on vit pas au même endroit, on se mettait souvent sur Discord et on discutait ensemble, de tout et de rien en fait, enfin juste, pour être, un peu comme si on était à côté quoi. Et on en profitait aussi, ben, pour discuter de tous les sujets importants dont il fallait parler, à ce moment-là. Mais il y avait pas des jalons très précis, de une fois par semaine ou par mois, on faisait une réunion. C'était plus, ça se faisait plus au cas par cas, quoi. Ouais, c'est ça, quand on passait une étape, on faisait un récap, on essayait de voir, ce qu'il fallait qu'on fasse et puis une fois que l'un des 2 avait terminé ses tâches, on essayait de voir à nouveau, de s'adapter à ce qu'il fallait faire et cetera et cetera. et au cours, de ce développement, est-ce que vous avez eu, des moments, des grosses, divergences, de vision et si oui, comment vous les avez gérées? Sur celui-là, pas que je me souvienne vraiment. Je sais pas si, toi, tu as l'impression qu'il y en a eu, Flo? Bah, en tout cas pas aussi grosse clairement qu'Adventurers, notre premier Mmh. projet. On en a eu quelques-unes, mais, en vrai, Mmh. on a mis de côté les égos et on a travaillé ensemble et puis on a Mmh. testé différentes solutions, quoi. On a fini par, trouver, un petit peu un système pour, résoudre ça, même si effectivement c'est pas parfait, Ouais. je pense qu'on a mieux réussi à faire des concessions et à organiser, le projet autour de ça. Donc là, les divergences qu'on avait, c'était plus sur des idées et c'est facile d'en débattre. C'était pas sur des visions du jeu. On n'avait pas vraiment de vision à très long terme, donc si on avait une idée d'un truc qu'on pourrait ajouter, on le disait à l'autre, «Ah, je pense que ça pourrait bien marcher comme ça», et puis ensuite, éventuellement on le testait ou on débattait entre nous de ce que c'était, mais il y avait rien qui nous tenait vraiment à cœur au point de ne pas être capable de faire de concessions dessus, donc c'était plus facile d'arriver à discuter. Et oui, donc on n'êtes pas dans la même ville et est-ce que vous avez, échangé que par, vocal ou est-ce que vous aviez aussi des supports écrits, pour vous aider à avancer et à organiser, les tâches entre vous? On a pas mal utilisé le Google Drive, pour le support écrit où on y a stocké, toutes nos informations, on a plein de tableaux, de documents textes, enfin on a plein de choses qu'on écrit là-dessus et comme ça se partage très facilement, c'était un outil, que j'ai trouvé très efficace moi, en tout cas. Mmh, Ouais, OK. à 2 c'était pratique. Peut-être que ça devient limitant, quand on est trop nombreux peut-être ou peut-être qu'au niveau de la sécurité, c'est peut-être pas top, enfin je sais pas exactement mais bon à notre échelle, c'était quand même très efficace. Donc on a dit qu'à la base vous pensiez, développer en 6 mois ou 1 an. Au final, ça a pris plus de temps. Est-ce que vous sauriez dire, pourquoi ça a pris plus de temps? Est-ce qu'il y a eu des grosses surprises, des gros imprévus qui ont fait que vous avez dû, décaler la sortie? Ah, il y avait quand même le la pandémie du coronavirus qui est tombée en même temps donc ça a peut-être un peu joué sur notre motivation, notre capacité à travailler, tout ça, mais je pense qu'en vrai, c'est plutôt qu'on a commencé ce projet avec un peu l'idée de faire quelque chose sans avoir trop de planification et plutôt de le faire évoluer, au jour le jour et en fonction de notre ressenti. J'ai l'impression qu'on est parti un peu avec la même idée, sur la gestion de notre temps, c'est-à-dire, on travaille comme on peut, quand on est motivé et tout ça et on se laisse un peu, porter par le projet. Le problème, c'est qu'il y a des moments du projet qui sont, moins motivants que d'autres et en fait, quand on s'est retrouvé face à ces moments-là, on n'avait pas une structure d'organisation de travail qui était très efficace pour nous pousser à travailler, même quand on n'était pas motivé. Donc je pense qu'on a perdu pas mal de temps à des moments où, on n'avait rien pour se motiver à travailler particulièrement, si ce n'est la vision qu'au bout d'un moment, le jeu finira par sortir et ça nous fera plaisir. Mais, des fois, c'est difficile de juste se motiver avec ça. Donc c'est pour ça que là, on va probablement essayer de mettre en place, d'autres manières de travailler pour pallier à ces moments où la motivation tombe un peu et pour pas perdre en productivité autant qu'on l'a eu pour ce projet-là. D'accord, vous avez des idées déjà pour, de choses pour garder la motivation, tout au long? Oui, tout à fait, on a fait une petite liste, il me semble, de tout ce qui avait été, tout ce qui avait bien fonctionné pour nous remotiver et pour nous donner, l'impression que le projet avançait tout simplement parce que, Mmh. les grandes parties qui étaient démotivantes, c'était donc, c'était une grosse partie
où on devait travailler dessus pendant, 1-2 mois, voire 3 mois, voire même plus en fait et à faire tout ça toute la journée, tout le temps ça, c'était vraiment, très, très c'était dur quoi. Du coup, effectivement, on a trouvé quelques outils ou plutôt, solutions pour, se motiver et le fait d'avoir des points comme déjà les tests, par exemple, faire des tests, faire tester régulièrement le jeu, ça permet de voir la progression même si personnellement, dans le travail, on n'a pas l'impression que ça avance parce qu'on fait tout le temps la même chose. En vrai, il y a quand même du contenu qui est créé et le fait de le faire tester, ça permet de voir que ce qu'on fait est pas inutile et tout simplement peut être efficace ou, voir les problèmes qu'il y a et c'est motivant de voir le jeu avancer tout simplement, quoi. Oui et puis je pense plein d'autres aussi, outils qui sont utilisés dans les boîtes, conventionnelles et qu'on ne pensait pas trop nécessaire de faire. Par exemple, les réunions, on se disait: «On est 2, on se tient au courant au fur et à mesure», il y a pas vraiment besoin de faire des réunions. En fait, je pense que ça peut être intéressant d'avoir des réunions, pas spécialement pour se tenir au courant parce qu'on est au courant, mais pour, jalonner un peu la production, se mettre des deadlines, se donner des objectifs, arriver à plus construire le temps, de manière structurée comme ça. Ça nous permet aussi de mieux réaliser l'avancée qu'on fait, de voir si on est en avance, en retard sur notre planning et je pense que quand on est au milieu d'un projet, c'est bien de savoir où est-ce qu'on en est vraiment. Alors que quand on y était nous, bah, on sentait qu'il nous restait un peu de travail pour le finir, mais on savait pas précisément, combien. Enfin, on avait du mal à estimer combien on avait fait de travail par rapport à tout ce qu'il fallait, pour finir le jeu et c'était un peu perturbant. Je pense qu'il y a des outils un peu on va dire de management classique qu'on va pouvoir, utiliser. Mmh, OK. D'un point de vue plus, technique, quels outils vous avez sélectionnés? Alors sans rentrer trop dans les détails, mais, qu'est-ce que vous avez utilisé pour le développement de ce jeu et comment vous les avez choisis? On les a choisis gratuits surtout. Ouais, l'outil principal, c'est Unity, c'est Ouais. notre moteur de jeu, parce que c'est celui le principal qu'on a appris, dans notre école et qu'on sait utiliser. Moi, c'était un logiciel de dessin du coup, enfin même si je travaillais beaucoup sur Unity aussi. Mais donc The Gimp, pour faire le même travail que Photoshop quoi. C'était très bien. Comme on était seulement en 2D, on n'avait pas besoin de logiciel de 3D. C'est ça. Mmh. Ouais, GIMP, c'est open source, il me semble, Ouais, c'est gratuit et open source et Unity, c'est gratuit, pas open source pour le coup, mais voilà. Mais du coup, vous avez trouvé les ressources, suffisantes, avec le gratuit? Ouais, ouais. Tout à fait. Mmh. Même si Unity est pas complètement gratuit, enfin il devient payant, à partir d'un certain revenu de la boîte, quand avec les jeux qui sont faits depuis Unity, mais comme on n'en est pas encore là, ben, pour nous ça reste gratuit. Et c'était aussi des choses que vous aviez utilisées à l'école? Vous pensez que ça vous a enfin, pas formaté, mais en général, quand on commence à apprendre avec, un produit, on aime bien continuer avec parce que simplement c'est plus simple? Ah si complètement, j'essaie de faire passer Baptiste à l'Unreal Engine. J'essaie par tous les moyens et il veut vraiment pas, hein, c'est incroyable. C'est que j'aime bien l'idée de sortir des jeux, le problème c'est que je serais aussi tenté de passer sur Unreal Engine, mais disons que par rapport à ce qu'on fait, ça nous demanderait quand même pas mal de temps de juste, se réapproprier le logiciel et ce serait du temps où on serait pas en train de produire quelque chose. Donc, j'ai un peu l'impression que tant qu'on n'a pas au moins un jeu qui est sorti, qui nous rapporte de l'argent, bah, c'est un peu, c'est compliqué de passer pas mal de mois, juste sur, changer de logiciel. Que j'ai l'impression qu'une fois qu'on sera lancé et qu'économiquement, on sera plus trop la galère, ce sera plus simple de prendre quelques temps pour tester d'autres technologies. D'accord, parce que vous pensez que Unreal Engine peut apporter des choses, supplémentaires par rapport, à Unity? C'est surtout niveau graphique, récemment, ben, Unreal c'est Epic Games. Epic Games, c'est Fortnite. Donc Fortnite avec le succès, mondial qu'ils ont eu, ils se sont fait beaucoup d'argent et du coup, ils ont pu investir dans l'Unreal Engine et acquérir, notamment, certaines bases de données qui sont incroyables pour faire des rendus photoréalistes. En fait, en termes de lumière et tout ça, je crois que Unreal Engine est beaucoup plus puissant maintenant, avec des technologies, qui sont vraiment impressionnantes. Pour l'utilisation qu'on fait du logiciel Unity, pour l'instant ça fonctionne très bien. Pour de la 2D et tout ça, Unity c'est aussi très, très bien et j'embête un peu, Baptiste sur ça parce que c'est vrai que Unreal est capable de sortir des très, 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 très belles images. Mais Unity, prouve aussi qu'en vrai il se débrouille aussi. Voilà. Pour l'instant, c'est plus moi je le vois plus comme de la curiosité quoi, que ça nous ouvrirait peut-être des nouvelles portes sur, des jeux, plus à ambiance par exemple ou plus, en 3D, enfin ouais, un peu différents quoi. Mais, je me sens pas encore bloqué vraiment par, ce que propose Unity. J'ai l'impression qu'il y a encore plein de choses qu'on n'a pas explorées dans Unity qui peuvent être intéressantes
donc je sens pas vraiment qu'il y a besoin de passer à Unreal. C'est aussi pour ça que je me presse pas spécialement pour l'instant. OK, OK. Est-ce qu'au cours du développement, bah, peut-être par rapport, aux outils, mais aussi par rapport à vos compétences, personnelles, est-ce qu'il vous manquait parfois, bah, des connaissances, des choses que vraiment vous ne saviez pas faire? Est-ce que vous avez choisi de vous former ou est-ce que vous avez fait appel, à des personnes extérieures? Ou en fait, vous aviez toutes les compétences, et tout a roulé? Alors pas la troisième solution. Ça n'arrive jamais en vrai. Il y a des choses qu'on ne savait pas faire et qu'on a appris à faire. Il y a des choses, qu'on ne savait pas faire et on a demandé de l'aide, extérieure. Et puis, il y a des choses qu'on savait déjà faire et qu'on a fait comme ça ou qu'on a réappris. Enfin, il y a plein de cas de figure, mais par exemple, l'un des trucs sur lesquels on a eu le plus de mal, ça a été le sound design. Ben, on n'avait pas du tout eu ces compétences-là, nous, à l'école, donc on a essayé un peu de faire ça comme on pouvait, avec, nos micros chez nous et quelques bases de données gratuites, mais bon, on n'a pas réussi à obtenir les résultats qu'on voulait. Donc on a fini par, payer un sound designer pour nous faire, les quelques sons dont on avait besoin. OK et ça s'est bien passé? Ouais, Oui, oui. on était satisfaits, ouais, des sons qu'il nous a fait et surtout, je pense que ça nous a permis aussi de essayer de le faire nous-mêmes et se rendre compte à quel point on n'y arrivait pas. Ça faisait que Mmh. quand on a quelqu'un qui nous proposait quelque chose qui nous plaisait bien après, on était: «Ah mais oui, c'est vachement bien, c'est vachement mieux que tout ce qu'on a fait nous». C'est un vrai métier aussi. Mmh. C'est ça, ça nous a permis de bien nous rendre compte de c'est pas si facile, parce que des fois on voit des vidéos parce qu'on a regardé un peu du coup des tutoriels sur internet ou de gens qui faisaient du sound design où ils prenaient une casserole, ils allaient taper dessus, avec une chaussure et puis hop, ils faisaient les sons de leur jeu comme ça. C'est super simple, ça aussi je peux faire moi. Bon, puis en fait, c'est vachement plus compliqué que ça. Ouais. Bon, il y a des choses aussi, ben, par exemple, la traduction en anglais, j'avais jamais fait de traduction pour un jeu, je vais aller chercher, qu'est-ce qu'il y avait comme, comme solution sur internet et j'en ai trouvé une qui fonctionne bien, qui a pu, qu'on a pu mettre en place relativement facilement sur le jeu. Donc, il y a quand même pas mal de contenu sur internet, de choses qu'on peut aller apprendre, relativement facilement et avec plein de tutos et plein d'assets, gratuits sur Unity, par exemple, qui aident quand même bien, pour faire ce qu'on sait pas faire nous, pour nous aider à apprendre à le faire. Et au cours, bah, de ces années de développement, la vision du jeu a-t-elle beaucoup évolué ou est-ce qu'au final vous êtes bien resté sur, l'idée de gameplay de base? Vous avez ajouté de manière un peu incrémentale, on pourrait dire, que des choses, bah, pour vraiment construire le jeu? Au cours des premiers mois, ça a vraiment drastiquement changé. On a eu plein d'idées, on a développé plein de trucs, on a testé plein de trucs. Au final, après plusieurs mois, on avait quand même une idée assez, précise de ce à quoi c'était censé ressembler à la fin et c'est ce vers quoi on s'est dirigé, tout au long de la production au final. La phase de prototypage on est parti un peu dans tous les sens, mais une fois qu'on a fixé le gameplay, il y a eu des légères modifications, des petits ajustements, mais pas de grands changements. Aussi parce qu'une fois qu'on a commencé à faire les niveaux, bah, si on changeait drastiquement le gameplay, ça demandait de changer les niveaux pour les adapter et comme c'était vachement long de faire des niveaux, on n'a pas trop changé ensuite le gameplay une fois qu'on a commencé la production des niveaux. OK. Mmh. Au niveau des tests, vous avez essayé de faire des tests tout au cours de la production, il me semble? Il y a quand même eu des phases où on n'a pas fait tester pendant longtemps, ce qui est un peu un des problèmes qu'on a eu. Mais, en gros, la phase de prototypage, on a bien fait tester, alors qu'en plus, le jeu était vraiment très moche, quoi. C'était juste des petits cubes et des petits cercles. Mais c'est quand même une phase où, bah, on était hyper enthousiastes de faire tester les gens, de voir comment ils réagissaient et puis nous, ça nous permettait de faire beaucoup, évoluer le gameplay. Mais ensuite, pendant la phase de production, il y a toute une partie du jeu, surtout la fin du jeu qui était un peu difficile, qu'on n'a presque pas fait tester parce que, bah, justement, c'était difficile, ça demandait aux joueurs de connaître déjà pas mal le jeu et autant aller chercher des joueurs qui connaissaient pas du tout le jeu pour les faire tester les quelques premières minutes du jeu, c'était facile. Autant, prendre des joueurs, des gens qui connaissaient déjà le jeu si possible et qui y passent plusieurs heures pour arriver jusqu'au niveau, qu'il faut pour refaire les derniers niveaux. Bah, ça, on n'a pas trop fait ces tests-là. Ce qui est un peu gênant quand même, je pense que ça se sent dans le jeu que les derniers niveaux sont moins travaillés que les premiers. En tout cas, on a moins d'occasion de voir ce qui marchait ou pas dessus. On les a beaucoup testés en interne, mais pas trop à l'externe. Même au niveau de l'évolution de la courbe de difficulté, je pense qu'on a des niveaux qui correspondent pas trop, au moment où on les débloque, qui sont peut-être un peu trop difficiles ou un peu trop faciles. Ouais. Le fait est que la première demi heure de notre jeu est très bien travaillée. C'est la demi heure slash heure. Les tutoriels, ça reste techniquement le plus important parce que c'est vraiment la porte d'entrée dans le jeu de tous les nouveaux joueurs.
Donc c'est bien qu'on ait pu beaucoup travailler cette partie-là, mais c'est vrai que c'est dommage pour le reste, pour lequel on a manqué de temps et on s'est dit: «À un moment, faut le sortir». OK, c'est un jeu dont la durée de vie est de combien environ? Une Une dizaine dizaine d'heures, ouais. d'heures. OK. Ouais, c'est un peu problématique d'avoir, aussi peu pensé au playtest de fin, mais je pense qu'on n'osait pas trop aussi aller voir des gens pour leur demander de playtester longtemps le jeu. C'est un peu difficile, parce que bon, faire un playtest d'une demi-heure, c'est pas trop demandant et on connaît plein de gens qui peuvent le faire, mais, faire tester, le jeu jusqu'à la fin avec, toutes les heures que ça peut prendre, bah, c'était un peu plus dur et je pense qu'on a moins osé aller voir des gens pour ça. Mmh. C'est vrai que c'est pas facile parce que vous connaissez trop bien le jeu pour pouvoir le tester vous, avec un Ça, ouais. regard extérieur. En même temps, il faut quelqu'un qui soit extérieur, mais pas trop non plus parce qu'il faut qu'il y ait les heures derrière, d'expérience pour pouvoir faire les derniers niveaux, quoi. C'est ça, ouais. Bon, c'est qu'on s'y est pas très bien pris, hein. Je pense que, par exemple, parmi tous les gens qui ont testé le jeu, sous forme de prototype, on aurait dû, au moment où ils le testaient et quand ils nous faisaient des retours qu'ils appréciaient bien le genre du jeu, par exemple, qu'ils aimeraient bien le refaire plus tard, bah, on le prenait comme un compliment, on disait: «Ah, c'est cool, c'est gentil» et tout ça, mais on n'a pas fait une liste de tous les gens à qui on pourrait éventuellement demander de venir faire, des playtests pour la fin du jeu et ce qui fait que voilà, je pense que ça aurait été plus simple si on avait fait une liste comme ça dès le début, de ensuite, bah, envoyer des mails à tous ces gens-là, leur dire: «Bah, si vous voulez tester le jeu sous sa forme finale, on a bien besoin de playtesters» et puis, là, peut-être qu'on aurait eu plus de gens qui auraient été disponibles et qui auraient été contents de le faire pour nous et ça nous aurait permis de mieux travailler à la fin du jeu aussi. C'est quelque chose qu'on va essayer de faire maintenant, pour le prochain projet. C'est l'une des leçons de celui-là. Quand vous faisiez tester, le jeu à quelqu'un, quoi est-ce que vous étiez attentif? Il me semble qu'on a surtout été attentifs, en fait, ça dépendait vraiment des phases et de ce qu'on voulait faire playtest. Par exemple, au tout début, au niveau des prototypages, c'était effectivement le déplacement des joueurs, s'il arrivait à bien contrôler, le caractère. S'il arrivait à bien prendre de la vitesse, à bien se déplacer, dans l'environnement. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est resté assez important, mais par exemple, lorsqu'on faisait beaucoup de playtests sur, notre 1re heure de jeu, là, on regardait surtout, si, les tutoriels étaient bien compris, si, toutes les informations qu'on voulait faire parvenir aux joueurs, parvenaient effectivement, que ce soit, lorsqu'on testait une mécanique, en ajoutant une flèche qui indiquait la prochaine plateforme à aller chercher. Est-ce que la flèche était bien vue? Est-ce que l'objectif de base était clair? Qu'est-ce qui enfin voilà, on vérifiait, si, tous nos objectifs étaient compris, si le tutoriel était, réussi et ainsi de suite. Et sur les playtests de fin, les derniers playtests, c'était surtout où était la difficulté? Qu'est-ce que les joueurs arrivaient à faire, facilement ou qu'est-ce qu'ils arrivaient, difficilement et qu'est-ce qui était frustrant pour eux? Combien de temps ils passaient sur chacun des niveaux, des objectifs? Pour avoir une idée du temps qu'il fallait pour finir le jeu et à quels endroits le jeu était trop dur. Est-ce que c'était prévu pour que ce soit dur à cet endroit-là ou est-ce que c'était un endroit dur sans que ce soit prévu et du coup, potentiellement problématique? Donc ouais, en fonction des phases de playtest, ce qu'on regardait était différent. OK. Donc, vous l'avez dit aussi, vous avez développé le jeu en indépendant. Est-ce que vous pouvez rappeler ce que ça change, d'être, créateur de jeux vidéo indépendant ou d'avoir un éditeur avec soi? Pour ce qui est d'avoir un éditeur, on n'en a pas, donc on ne sait pas exactement qu'est-ce que ça fait. Mais, Alors, d'un éditeur, normalement, ça peut vraiment varier, suivant la taille du studio. Normalement, c'est surtout de l'aide à la, communication, à la visibilité, mais aussi, ça peut donner de l'argent, pour payer, bah, par exemple, des musiciens ou des artistes, pour du son ou pour payer des intervenants sur des sujets précis, donc ça peut vraiment varier, potentiellement faire des portages aussi sur d'autres consoles. aussi, par Mmh. exemple. Mais ouais, en fait, le contrat avec les éditeurs dépend, bah, justement du contrat et il y a toutes sortes de contrats qui sont faits, quoi. Ça dépend de l'ampleur du projet, de à quel point l'éditeur croit dans le projet ou combien il est prêt à mettre dedans. Est-ce que vous avez cherché à contacter, des éditeurs pour, là, avoir un peu, du soutien sur, des côtés un peu, annexes, du développement? Ou c'était un truc qui vous intéressait pas du tout? On a essayé, assez tard, mais pas tellement pour le développement, quoique on aurait bien aimé, avoir de l'aide pour un portage, par exemple, sur Switch, sur d'autres consoles. Mais, c'était plutôt pour la communication. On se rendait compte qu'on n'allait pas bien y arriver seul et qu'avoir, l'aide d'un éditeur qui est déjà suivi par, ben, tous les gens qui font confiance à cet éditeur et qui ont quand même des moyens de communication plus importants que nous et ils s'y connaissent mieux, ils savent mieux faire aussi.
Et puis potentiellement ça nous permettait, en fonction des éditeurs et des accords qu'on pouvait avoir avec eux, mais si on avait trouvé un éditeur, ça nous aurait permis d'avoir par exemple, du son, enfin ou des musiques qu'on aurait pu acheter à un musicien directement plutôt que celles, libres de droit qu'on est allé chercher sur internet. Donc ça nous aurait ouvert des nouvelles portes. Donc, on a effectivement cherché des éditeurs, mais on n'a pas réussi à en trouver. J'imagine que pour, un studio, tout jeune, sans jeu déjà sorti sur le marché, c'est assez difficile de convaincre, quoi. Ouais, effectivement. Mmh. Ouais, Donc c'est surtout pour que ça que la première étape est faite. Un jeu est sorti. ouais, surtout niveau communication, bah, on n'est pas bon, Mmh. quoi. Donc c'est la communication, ça prend aussi en compte, le fait de se présenter et de donner envie d'acheter, quoi et ça marche aussi pour les éditeurs au final. S'ils voient Mmh. qu'on n'est pas bon, ben, Ouais, ils vont pas être ça leur donne convaincus, moins envie, quoi. ouais. Mmh. Ouais, je pense qu'ils sont quand même plus attentifs, on va dire, de manière générale au projet, plus qu'à la communication des éditeurs, parce qu'ils savent souvent que les gens qui viennent les voir, ils sont pas forcément très bons en communication. C'est souvent pour ça qu'ils viennent les voir. Mais, n'empêche que c'est vrai que si on était venu les voir avec, un compte Instagram, suivi par des dizaines de milliers de gens ou une chaîne YouTube, suivie aussi avec, des millions de vues, bon, forcément, ça aurait, été un argument plus impactant que nous, juste avec notre projet. Mais bon, c'est vrai que quand on arrive là, c'est que tu as déjà fait, beaucoup de com, quoi. Ouais, c'est sûr. Même si tu as un jeu super, si enfin, ça prend du temps, quoi, de communiquer et de bien le faire, de toucher les bonnes personnes et c'est un temps Mmh. plein en plus, quoi. Ouais, clairement. Du coup, comment est-ce que vous avez fait pour financer, ce temps de développement de votre côté? Ben, partiellement par, le travail qu'on a fait, en amont avant de commencer le projet à la sortie de notre école, et de garder un petit peu de sous de là et sinon, ben, c'était sur le chômage et le RSA et qu'on a tenu pour le reste. C'est ça. OK et côté chômage, par exemple, ils étaient, plutôt compréhensifs de votre projet ou comment ça s'est, passé? Moi, je me souviens qu'au début, il fallait quand même que quand j'avais des réunions avec mon conseiller, il me mettait pas mal la pression, je lui disais que j'étais en train de développer un projet qui j'espère, me permettrait de gagner de l'argent, faire ma boîte, tout ça. C'était avant que qu'on fonde notre boîte. On bossait déjà sur le projet et je me souviens que je lui disais: «Oui, il va sortir bientôt là dans 1 mois ou 2, on y est presque». Enfin, j'avais aucune idée de combien de temps il faudrait pour le sortir, mais je sentais que ça me mettait de la pression pour dire qu'il allait bientôt sortir plus tôt que ce que je pensais vraiment qu'il allait sortir parce que j'ai l'impression que ça le rassurait si je lui disais que c'était seulement quelques mois, alors que si je lui disais que ça pouvait prendre peut-être 1 an ou 2 encore et que je savais pas, je sentais qu'il allait être un peu plus réticent. Ça fait partie des trucs qui étaient un peu complexes quand même, au début. Mais une fois qu'on a monté notre boîte, ça a un peu changé le la dynamique quand même. Bah, d'ailleurs, vous avez monté quel statut, de boîte? Comment ça se passe pour faire ça? C'est une SAS. On n'a pas pu faire auto-entrepreneur, pardon, tout simplement parce qu'on est 2. Du coup, j'ai dû faire une SAS. Donc SAS, c'est quoi? C'est société anonyme, quelque chose? C'est quoi? C'était Action simplifiée. Action simplifiée, ouais. Ah OK, OK, rien à voir. OK. C'est-à-dire que c'est simple de, modifier les parts de l'entreprise et donc qui a «le contrôle» entre guillemets de l'entreprise. Nous, on a capital variable, ce qui fait que c'est encore plus simple parce que, notre capital peut varier, donc on peut facilement intégrer des gens qui seraient à parts égales avec nous, et donc auraient autant de pouvoir décisionnel que nous 2, par exemple. C'était une solution intéressante pour nous parce que, il y a pas de taxes tant qu'il y a pas de revenus. Donc, ça fait qu'on n'a rien besoin de payer tant qu'on gagne rien. Qui était un peu un frein sinon, sur, il me semble, les autres formes de sociétés qu'on pouvait faire, s'il fallait tous les ans ou tous les mois, payer quelque chose, juste pour avoir une société alors qu'on savait pas combien de temps on allait devoir, attendre avant d'avoir vraiment un revenu, stable. Cette forme-là de société était quand même plus adaptée pour nous du coup. Même si, je crois qu'une fois qu'on commencera à gagner de l'argent, les taxes seront probablement plus élevées que sur d'autres formes de sociétés. En tout cas pour commencer, c'était plus intéressant pour nous comme ça. Et si c'est pas trop indiscret aussi, vous avez fait, 50-50, sur les parts de la société? Ouais. Oui. OK. Je sais plus à combien on en est d'investissement, mais bon, pas grand-chose pour mettre des fonds de base dans la boîte, mais D'accord, parce qu'on est obligé de mettre un fonds de base, c'est ça? Au moins 1 € symbolique ou Ouais, normalement, au moins 1 € symbolique. Mais, techniquement, les fonds de la boîte déterminent un petit peu aussi, est-ce qu'on est pris au sérieux ou pas. C'est-à-dire que si on a plus investi dans une boîte, il y a plus de chances que ceux qui ont investi, soient «sérieux» entre guillemets. Disons que ça rassure, potentiellement les autres entreprises avec lesquelles tu travailles, s'il y a plus de fonds. Ouais, c'est un peu ce que tu peux mettre sur, ta carte de visite, entre guillemets, quoi. Un petit peu, oui. OK. Là, on peut parler, du moment de la sortie du jeu.
Bah, déjà question simple, comment vous avez choisi le nom du jeu? On avait toute une liste. On voulait, soit des jeux de mots, soit un nom qui sonne plutôt bien. Donc on avait quand même pas mal hésité. Je me souviens plus exactement comment on a tranché pour celui-là. Je crois qu'on a trop hésité, à la fin, on en avait marre et du coup, Ah on c'est a pris, même s'il y avait pas de jeu de mots dans celui-là, OK et vous avez choisi un nom en anglais pour toucher plus de monde, j'imagine? ouais, c'est oui, ça. Avec, un swing, c'est parce que c'est ce qu'on fait quasiment tout le monde dans le jeu, on se balance. Et puis, bah, Universe parce que lui, il y a un côté assez, galactique, dans, l'espèce de matière noire, la matière qu'on récupère en jeu. OK et ouais, du coup, vous avez l'air de dire qu'à la fin, vous en aviez, un peu marre. C'était, quoi un peu votre état d'esprit, on va dire, sur les derniers mois? le sortir. Ouais, Ouais, c'était le but, quoi. c'est ça. Je pense on savait quand même qu'on n'avait pas fait la communication comme il fallait, que la communication, on a toujours dit que ça se faisait, tout le long du projet, qu'il faut entretenir à chaque fois, toutes les semaines, poster sur les réseaux sociaux, les nouveaux graphismes, chaque petite avancée, enfin chaque petit pas pour, maintenir la hype, entretenir une communauté qui a envie de nous suivre et qui est intéressée par ce qu'on fait, tout ça. On n'a pas du tout fait tout ça nous tout le long du développement, on a développé dans notre coin et c'est à la toute fin, on est allé poster quelques maigres posts sur Twitter ou Instagram, pour dire: «Hey, le jeu va sortir». Mais évidemment, bah, comme on n'en avait jamais parlé avant, personne n'a vu passer ces messages-là, donc on savait qu'on allait quand même pas toucher grand monde avec le jeu. Le but, c'était surtout, ouais, de le finir, de pouvoir dire on a sorti un jeu, qu'il est terminé, qu'ensuite on peut passer à la suite. Ouais, du coup, c'est dur de garder une motivation, de faire, jusqu'au dernier moment, quoi. Ouais, c'est vrai que pour la motivation, bah, moi j'étais plus motivé à la fin par, l'idée que s une fois qu'il serait sorti, on pourrait ensuite se réattaquer à tous les autres projets qu'on avait envie de faire, auxquels on réfléchissait ou des fois on s'en parlait des prochains qui allaient arriver ensuite et qui eux nous motivaient beaucoup plus. Ah, c'est vrai que le début d'un projet, c'est vachement enthousiasmant, il se passe plein de choses, le Mmh. projet prend forme sous nos yeux. La fin, ça prend vachement plus de temps, c'est des petits détails qu'on voit pas forcément, petites améliorations, mais c'est plus dur d'être motivé à la fin qu'au tout début du projet où ça avance vite et où il y a toutes les décisions à prendre et qui font que, bah, c'est enthousiasmant, je trouve. Mmh, ouais. Bah, du coup, comment vous avez fait pour, décider que, là, le jeu était terminé, c'est bon? Parce que j'imagine que sur les derniers mois, le jeu serait, presque sortable, mais qu'il reste toujours des petits trucs à améliorer, à ajouter. Comment vous faites pour décider que là, c'est vraiment comme ça que vous allez le sortir et prendre la décision de ne plus travailler dessus, quoi? On peut prendre sur soi pour ça. Il y a toujours plein de choses qu'on peut faire mieux, qu'on peut améliorer, tout ça, vraiment tout le temps, même au sein même de la même tâche, on finit par progresser si la tâche est assez longue. Par exemple, si tu veux dessiner plein de décors et que tu en fais 10, 20, 30, ben, le 30e, il y a de grandes chances qu'il soit, de meilleure qualité que le tout premier. Et des fois, bah, ça donne envie de recommencer du début, quoi, de retourner sur le premier et de le retravailler et c'est un piège, quoi. C'est vraiment, il faut dire à un moment, «On arrête, il est OK dans cet état, on peut l'améliorer, mais il y a une limite à poser parce que sinon on finit jamais, en fait». Ouais, carrément. C'est pareil pour les playtests, par exemple, souvent, on a des playtesters qui nous disent: «Ah, c'est pas mal, mais ce serait mieux comme ça ou ce serait bien en rajoutant ça» et souvent on est d'accord. C'est vrai qu'il y a souvent des bonnes idées et des choses que nous aussi on aimerait bien rajouter, mais malheureusement, chaque idée à rajouter, c'est du temps de développement en plus et comme on était déjà pas mal en retard sur le planning, il y a un moment, il a fallu qu'on tranche, qu'on arrête pour le sortir Mmh, OK. et c'est vrai que c'est dur. Est-ce que, vous pensez que vous allez continuer à travailler un petit peu dessus maintenant que le jeu est sorti, comme en rajoutant des patchs ou des DLC par exemple? C'est pas trop prévu, non. C'est pas impossible que ce soit le cas, plus tard, mais on va dire que là, vu qu'elle avait pas non plus fait un grand bruit en sortant et il y a pas non plus beaucoup de retours de gens qui nous font remonter des bugs ou, de gens qui ont fini et qui nous disaient: qu'est-ce qu'il y a ensuite?» Du coup, bah, comme il y a pas beaucoup de demandes, on se sent pas trop poussé pour aller dans cette direction-là. Mmh, surtout si vous avez plein d'autres projets à côté qui vous tentent Voilà, un c'est peu ça. plus. Pour nous, c'est quand même plus enthousiasmant de se lancer dans un nouveau truc, le faire tester aussi aux gens et puis, ils peuvent aussi nous faire, donner de leurs idées sur, qu'est-ce qu'ils aimeraient voir, dans les prochains projets. Mais cela dit, si, s'il y a des bugs qui remontent, on va quand même, faire en sorte que le jeu fonctionne bien, quoi. Pour l'instant, il y a eu de très problématiques donc
Donc ça demande pas spécialement de faire des patchs pour venir corriger tout ça, mais comme on n'a pas non plus fait tester sur énormément de machines différentes, peut-être par exemple que sur certaines machines, il y a des problèmes qu'on n'avait pas du tout anticipés, des choses de ce genre-là. Peut-être qu'il faudra quand même venir faire quelques patchs, mais c'est plutôt on viendra les faire s'il y a besoin, mais on n'a pas prévu, nous, d'aller rajouter du contenu, plus que ce qu'il y a pour l'instant. Vous avez sorti le jeu donc sur, Steam et itch.io. Comment ça se passe la mise en ligne, d'un jeu vidéo? C'est-à-dire? Bah, est-ce que faut d'abord présenter votre studio, à Steam par exemple? Ou, est-ce qu'il faut payer pour pouvoir être, dans le magasin de Steam? Ou est-ce que tout est gratuit? Ouais, je sais pas. Alors ça dépend des supports. Itch.io, c'était beaucoup plus simple que Steam. Steam, il faut effectivement payer et ils prennent du temps pour vérifier si le studio existe et aussi, bah, pour les rémunérations, si on est soumis aux taxes, américaines ou européennes et cetera. C'est des bah, c'est des papiers à faire, quoi. Mmh. De l'administratif. Vous avez dû fixer un prix aussi pour le jeu. Il est à 5 €, c'est ça? Ouais. Et comment vous avez, fixé ce prix? Bah, on a pas mal discuté entre nous, pour arriver à trouver, un tarif qui nous convenait bien. C'est par rapport à la durée de vie du jeu déjà, à la base, on cherchait à avoir un jeu qui faisait au moins 5 heures. Visiblement, il en ferait plutôt une dizaine, donc plutôt content que ce soit un peu plus long, mais pour, une dizaine d'heures de jeu, 5 €, ça nous paraissait à peu près correct. Ça permettait aussi d'être dans les catégories sur Steam. Il y a des jeux à moins de 5 €, comme le nôtre est à 4,99 €. Il rentre dans la catégorie des jeux à moins de 5 €. Ce qui était potentiellement une manière d'avoir un peu de visibilité sur le store. C'était juste, on a mis à ce tarif-là on n'avait pas plus d'éléments que ça, que Mmh. celui de combien on estimait que ça pourrait valoir et combien on pensait que les gens seraient prêts à la payer. Ça dépendait aussi un petit peu des retours qu'on avait, de gens à qui on faisait tester, qui diraient: «Ah ça, je serais prêt à l'acheter, 3 €, 10 €». Enfin, les gens mettaient évidemment des tarifs différents, mais ça donnait un ordre d'idée, quoi. Et lorsque quelqu'un achète le jeu sur Steam, par exemple, comment est-ce que vous êtes rémunéré dessus? Il y a une partie qui part à Steam, j'imagine? Ouais, je sais plus exactement qu'est-ce que c'est, je crois que c'est un truc comme 30 qui part à Steam? À 20 ou 30. Il y a des, un truc un peu particulier parce que par exemple pour Steam, ça coûte 100 € de pouvoir mettre un jeu sur la plateforme, mais ils te remboursent ces 100 € si, tu fais plus que 100 € de vente. Enfin, je sais plus exactement qu'est-ce que c'est, mais en gros sur les premières ventes, ils vont te taxer moins pour rembourser les 100 € que tu as mis, pour poster le jeu. Ça fait qu'en fait, ça coûte pas vraiment 100 € pour mettre le jeu. C'est pour éviter qu'il y ait des gens qui postent des jeux, qui juste, remplissent le store de jeux qui ont aucun objectif, enfin qui ont pas de contenu, juste pour pas être noyés sous la masse, et ils font ça comme ça. Si les jeux rapportent moins de 100 €, ben, ils sont pas rentables, mais s'ils rapportent plus que 100 €, ben, ils te le rendent avant de se mettre à te taxer tes pourcentages, quoi. Et pour les soldes Steam, comment ça se passe aussi? C'est vous qui, décidez quand vous voulez mettre votre jeu en solde? Ou est-ce que c'est Steam qui parfois vous propose de le mettre en solde quand c'est un moment, je sais pas, quand c'est par exemple les vacances de Noël? Les 2. Il y a Steam qui, à certains moments, a des soldes, auxquels il nous propose de participer, et sinon, on peut nous décider de mettre le jeu en solde, quand on en a envie. Il y a quand même quelques contraintes, donc par exemple, on peut pas mettre le jeu en solde, 1 mois avant la sortie, 1 mois après la sortie, pas avant, 1 mois après. Ouais, c'est bizarre Mmh. cette phrase, on peut pas le laisser en solde plus de 2 semaines. Après une solde, il faut attendre, 6 semaines je crois avant de pouvoir le remettre en solde. Enfin bon, ils ont des règles comme ça pour les soldes, mais on a un peu de contrôle, on peut nous-mêmes le mettre en solde, et ensuite, il y a aussi les moments où Steam, nous propose de le mettre en solde avec d'autres jeux, pendant des sessions de solde. OK, et quand c'est en solde, c'est le même, pourcentage de partage entre Steam et vous? Oui, ça change pas. Juste, c'est juste moins cher quoi, mais ça change pas les pourcentages. Et bah, une fois que le jeu est sorti, que le projet est terminé enfin, comment est-ce que vous vous êtes senti? Libéré, soulagé ou un peu stressé du fait que les gens vont commencer à y jouer, mais pour de vrai? Bah, je sais pas trop, moi j'étais plutôt content, c'était, enfin fini et en même temps ça fait étrange de plus avoir de projet tout de suite, de plus avoir, quelque chose de concret sur lequel travailler. Ouais, donc ça laisse un creux, un peu un vide? Ouais, ouais, un petit peu et surtout que moi à ce moment-là, on travaillait sur une version d'Unity assez vieille, sur laquelle on voulait pas se faire mise à jour parce que pour éviter de tout casser, surtout avant la sortie, quoi. Et Unity s'est dit, «Bon, ben, notre support, de gestion de projet sur internet», c'est-à-dire le fait qu'on pouvait tout simplement, une fois qu'on avait fait notre travail, mettre notre travail sur internet pour que le collègue puisse récupérer notre version. Ils se sont dit qu'ils feraient plus ça pour, les versions, trop vieilles d'Unity
Donc moi, par exemple, je pouvais plus vraiment travailler, à la fin sur le projet. Ah ouais. Oui, carrément. Heureusement, ça s'est fini sur les derniers jours. Bon, sinon on aurait trouvé une solution, on aurait avancé dans les versions, mais c'est vraiment et sur les derniers jours, donc bon, j'avais plus le droit d'y toucher, quoi. Et c'est vrai que ça fait bizarre. Ça fait bizarre de se dire: «Bon, ben, ça y est maintenant, il est sorti, quoi. On peut plus faire grand-chose, on peut plus trop l'améliorer». Ouais, je pense que pareil, j'étais content que ça sorte, mais j'étais un peu excité aussi de voir comment il allait être reçu par les gens qui allaient y jouer et un peu perturbé aussi ouais, de me dire: «Bah, qu'est-ce que je fais maintenant? C'est fini, passer à autre chose». Enfin, c'est que c'est quand même 2 ans et demi de travail dessus, c'est un truc, on s'y était pas mal habitué quoi maintenant, donc ça change notre quotidien, quoi. Une fois que le jeu est sorti, vous avez choisi de vous prendre des vacances, par exemple, de vous dire, pendant tant de temps, on fait une pause, on se reprend des forces avant de se remettre au prochain projet? Ouais, on se l'est pas formulé, aussi clairement, mais c'était le cas effectivement, et c'était le temps de se reprendre même bah, là, on n'a pas encore vraiment repris de projet et on est dans la phase de tirer des leçons de ce projet-là, d'essayer de se poser un peu les questions de qu'est-ce qu'on veut faire comme prochain projet, de faire des prototypes, enfin de tester des nouvelles technologies et c'est un peu une phase c'est pas complètement des vacances, mais on n'est pas non plus complètement dans une phase de production, de travail direct, donc on se réhabitue un peu, à la vie sans un projet, qui nous tient en lame de fond. Est-ce que vous avez eu, bah, des retours, sur vos jeux du coup? Là ça fait, 1 mois et demi qu'il est sor 2 mois qu'il est sorti. Est-ce que vous avez eu quelques retours dessus? Ouais, Quelques-uns, mais quelques-uns, ouais, pas des masses. pas énormément non plus. Quelques gens qui ont joué, qui nous ont, donné quelques infos sur, des niveaux sur lesquels ils avaient du mal, à passer par exemple. Un en particulier, où il y a eu effectivement beaucoup de retours dessus. Je pense que tu vois lequel je parle. Oui, je crois que c'est en effet celui sur lequel, j'ai passé plus rapidement que les autres. Heu on a eu, ouais, quelques retours de quelques petits problèmes. J'ai fait quelques patchs, pendant la première semaine pour, un ami, qui a testé et qui m'a fait remonter quelques soucis, mais non, dans l'ensemble, il y a quand même assez peu de retours. Mais les retours que vous avez sont plutôt bons? Ouais, 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 c'est quand même plutôt sympa. Ah ça doit faire plaisir, quoi. Mmh. Ouais, c'est toujours plaisant, hein, quand, Mmh mh. bah, c'est comme les playtests, quoi. Quand on voit qu'on fait des jeux et que les gens jouent aux jeux, bah, c'est pour ça qu'on les fait, quoi. Ça nous fait toujours plaisir, surtout quand ils sont contents. Mmh. On va se mettre plutôt en mode rétrospective. Avec du recul, est-ce que vous auriez fait des gros changements ou des grosses améliorations dans votre processus, de création? Oui, complètement, je pense. Si on devait le refaire, maintenant, tu veux dire? Bah, plutôt pour votre prochain projet, qu'est-ce Mmh. que, enfin en avec la connaissance que vous avez acquise, avec ce projet précédent, Mmh. qu'est-ce que vous mettriez en place? Ou, qu'est-ce que vous garderiez, que vous avez utilisé, précédemment, qui vous ont bien aidé? Ou au contraire, qu'est-ce que vous feriez plus jamais parce que ça marchait pas bien? Ah, il y a pas mal de choses. Ouais, on a une bonne liste. On a fait un post-mortem, comme on appelle ça. Ça nous a permis de voir ce qui s'était bien passé, ce qui s'était mal passé. Donc on a effectivement toute une liste de choses sur lesquelles on voulait s'améliorer, que ce soit en termes de planification ou tout simplement de communication. Donc il y a plein de choses effectivement qu'on compte faire différemment. Est-ce que tu voulais un détail un peu plus, précis de Ouais, une liste, un exemple. Bah, si vous aviez des exemples, ouais, de choses, bah, les plus marquantes? Bon, déjà sur l'organisation du projet, hein, avec, la création la mise en place de playtests, assez fréquemment en fait. Par exemple, toutes les semaines, voire tous les mois, on fait une séance de playtest qui nous permettrait, de voir notre progression tout simplement, nous dans le jeu et voir le jeu jouer, histoire de nous motiver. Ça nous permettrait de tester différentes fonctionnalités, voir si, les mécaniques sur lesquelles on travaille avancent, si les joueurs arrivent à bien les comprendre et cetera et cetera. Et nous, faire des réunions derrière pour, bien comprendre, ce sur quoi il faut travailler, à quel moment, quand, enfin voilà. Il y avait aussi l'organisation de différentes activités, en dehors de la production, pour éviter, d'avoir trop la tête constamment dedans et de pouvoir se changer un petit peu les idées. par exemple pour les activités en dehors de la production, se faire des game jams ou, des projets, à côté qui peuvent nous changer un peu les idées ou, je sais pas exactement quelle forme ça pourrait prendre, mais c'est vrai que, être tout le temps, par exemple, là, dans ce projet-là, quand on a fait, les niveaux, c'était la partie la plus longue. C'était plein de travail un peu à la chaîne et qui se ressemblait beaucoup et à la fin, on avait un peu l'impression de tourner en rond.
pense que si on avait plus alterné, entre différentes phases, ça aurait été plus simple de tenir pour, la production des niveaux. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre qu'on avait noté? Je pense que l'estimation du temps de production, c'est vrai qu'on sait que c'est difficile d'estimer un temps de production, surtout quand c'est le premier projet, on allait forcément être, à côté de la plaque, mais je pense qu'on arrivera plus facilement à se rendre compte que c'est long de faire un projet, de se rendre compte de toutes les étapes qu'il y a, donc on sera peut-être moins optimiste sur le temps qu'il faut pour finir le jeu, mais être plus réaliste, ça nous permettra probablement de mieux échelonner, de mieux prévoir les différentes étapes. Donc pour organiser notre production, de manière générale, je pense qu'on a besoin quand même d'être plus rigoureux sur l'organisation de la production, donc avec, des plannings, des réunions, du suivi de tâches pour s'assurer qu'on fait les choses correctement, qu'on s'y retrouve quoi dans notre planning. Là, on a quand même un peu manqué de planning, je pense. Il y a aussi ça c'est peut-être plus de mon côté, mais de la programmation d'outils. Il y a plein de choses qu'on peut utiliser d'un jeu sur l'autre, même si c'est pas les mêmes jeux. Des menus par exemple ou l'architecture pour la traduction. Il y a des choses qu'on va pouvoir développer et ensuite conserver d'un projet sur l'autre, donc d'une fois à l'autre, on pourra aller de plus en plus vite en récupérant éventuellement des assets graphiques aussi mais des bouts de code, enfin tout ce qu'on peut en fait, le recycler d'un projet à l'autre. Je pense que c'est une bonne manière de gagner du temps de production. Je pense que, ouais, la communication aussi, on va essayer d'être plus rigoureux là-dessus. Alors bon, je pense qu'on va toujours pas être, super fort parce que ça reste pas notre métier, mais, par exemple, on sait qu'on a besoin de plus de playtesters pour arriver à faire des playtests plus régulièrement tout le long de la production. Ben, si on fait de la communication pour demander aux gens de venir, playtester, c'est aussi une manière assez efficace, je pense, de faire de la communication. On montre des choses aux gens, on leur dit: «Ben, en plus, si vous êtes intéressés, nous, on a besoin de gens qui viennent, tester, quand ils veulent et quand il y a des occasions». On peut avoir comme ça, se créer une communauté avec un cœur qui est quand même des gens qui viennent pour tester le jeu, donc dont on a besoin pour la phase de production et qui nous sert aussi, bah, ensuite de base de communication pour relayer, nos posts Instagram ou Twitter ou autres, selon les plateformes qu'on utilisera. On va essayer de mettre en place aussi un Discord, il y en a déjà un, mais qu'on ne fait pas vivre, enfin, il y a rien vraiment dessus. Mais en fait, Discord, c'est vachement pratique pour faire vivre une communauté. Donc ça fait partie des choses qu'on a prévu de mettre en place et de faire vivre. Donc en gros, toutes nos activités passeraient par ce Discord. Pour organiser des sessions de playtest, par exemple, on se réunirait là-bas et ensuite on partagerait, les posts qu'on met sur le Discord sur les différents réseaux sociaux. C'est ce qui serait plus simple parce que là, quand on voulait faire des posts sur Instagram, Twitter, Facebook et tout ça, bah, à chaque fois qu'on allait sur une plateforme, on faisait un post pour cette plateforme, mais ça multipliait le travail, quoi. C'était pas très efficace. Je pense que tout réunir sur une plateforme et ensuite depuis celle-là, dispatcher sur les autres, Mmh. ce sera plus simple pour nous, vu qu'on est déjà pas très efficace. Ouais, OK, c'est sûr qu'il existe des outils qui servent, à faire ça de manière plus simple, ouais. Ouais, clairement. On s'est pas pris tous les outils qui étaient à notre portée alors que ça aurait quand même pu nous aider pas mal. Alors il faut aussi apprendre, à s'en servir et tout, donc c'est sûr que ça prend tu en gagnes après, mais sur le coup, tu as l'impression, Ouais, sur Discord, il y a des bots qui font plein de trucs, super bien. Bon, c'est important d'apprendre à s'en servir. mmh. Sur le Discord, moi j'avais commencé à dire bonjour moi-même à tous les gens qui venaient dessus. Bon, ça va qu'il y a pas grand monde, hein, mais au bout d'un moment, il va falloir un robot qui dise bonjour aux gens plutôt. Je suis un programmeur, en plus, c'est la honte d'aller faire ça à la main. Chut, on va pas le redire trop fort. On dit pas je crois qu'il y a aussi un autre truc qui est super important et qu'on a vraiment trop négligé, c'est, les événements. Ouais. Les événements comme le Steam NeoFest et d'autres événements. Alors, ça a été un peu compliqué parce que nous, pendant la production, c'était la pandémie de Covid et du coup, il y avait plein d'événements qui ont pas eu lieu à cause de ça. Mais en vrai, même sans ça, il y en a plein en ligne auxquels il faut qu'on participe, même si c'est pas des événements locaux. Tous ceux auxquels on peut participer, il faut qu'on essaye d'y participer. C'est une bonne manière de commencer à avoir de la visibilité. Voilà, il me semble que c'est les plus grandes lignes de ce qu'on s'était dit qu'il fallait qu'on fasse. Mmh. Vous avez tous les 2 fait une école de jeux vidéo. Est-ce que vous avez trouvé que, l'école préparait bien l'expérience que vous avez eue à ce type, de projet? Ou est-ce que vous avez remarqué une grosse différence entre la théorie, et la pratique? C'est assez difficile à dire parce que, mine de rien, l'école, elle prépare pour travailler en entreprise, je pense. Elle a surtout essayé de former des spécialistes. Je pense que ceux qui sont le plus sortis, c'était les spécialistes, ceux qui étaient vraiment, focus sur, une seule discipline, que ce soit, par exemple, la modélisation 3D ou le rig ou le concept art, par exemple. Et c'est vraiment ceux qui sont le plus sortis, ça, que l'école cherchait pas forcément à nous spécialiser, en tout cas dans notre section,
Je pense que nos profs un petit peu, pas l'école en elle-même, que ce soit par exemple le format des projets de fin d'année qui étaient assez catastrophiques et qui permettaient pas de se spécialiser, on était obligé de pouvoir toucher à plein de choses. Du coup, au final, ça nous a un petit peu formés. Ça nous a surtout appris à, pouvoir se débrouiller, ouais, À nous à former. pouvoir nous former nous. Tout à fait. Ouais, je pense que c'est le plus important, quand on est indépendant, enfin en tout cas qu'on doit toucher à plein de choses, y compris des choses qu'on connaît pas vraiment. C'est moins d'être rassuré sur le fait qu'on peut les apprendre. On peut aller chercher ces informations sur internet, sur YouTube, se former soi-même pour les choses qu'on sait pas faire. Bon, ça veut pas dire qu'on arrivera à tout faire, mais, de manière générale, quand on est indépendant et surtout dans des petites structures comme nous, ben, il faut arriver à être tant que possible à toucher à tout et pouvoir faire plein de choses différentes. Donc je pense pas que notre école nous ait particulièrement bien préparés pour ça, mais il se trouve qu'il y a quand même pas mal de choses, qu'on a appris, par nous-mêmes. Du coup, ça marche bien quand même en indépendant, je trouve. Mais après bon, de toute façon, toutes les écoles sont assez différentes. On a une expérience sur la nôtre. J'imagine que toutes les écoles sont pas comme ça, mais de manière générale, c'est vrai que je pense que les écoles forment plus pour travailler dans des boîtes, spécialisées, avec une tâche très précise, plutôt que plus généraliste. Globalement, toutes les écoles ne préparent pas à être, indépendants et ce dans beaucoup de domaines finalement. Ouais, je dirais plutôt pas trop, ouais. Mmh. Bah, imaginons justement que vous êtes face, à des gens qui peut-être sortent d'écoles, de jeux vidéo ou qui voudraient aussi se lancer dans un projet similaire au vôtre. Vous leur donneriez quel conseil? Peut-être des petits projets. Ouais. Et en fait, c'est super simple de souvent, quand on va dans des écoles de jeux vidéo, c'est parce qu'on est un joueur, on aime jouer, on aime certains genres de jeux, mais souvent les jeux qu'on aime, ben, c'est des jeux assez poussés. On a déjà joué à pas mal de jeux et on sait ce qui nous plaît, quoi. Et on peut vite être tenté d'avoir envie de faire un jeu, mieux que ceux qu'on aime déjà, quoi, qui révolutionnerait un peu le milieu. Sauf que Mmh. c'est long et compliqué. Ça demande plein de gens, ça demande plein de capacités, de compétences. Donc oui, effectivement, faire un petit projet, sortir un petit projet, ce serait déjà vraiment une sacrée étape. Ouais, bah, justement, Game Next Door a sorti une, vidéo il y a pas longtemps dont la miniature affiche, «Chaque jeu qui sort est un miracle». Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Plutôt, ouais. Ouais, carrément. Après, il parlait pas spécialement des jeux indés, il parlait plus des super productions, des grosses productions qui demandent des centaines de gens et c'est vrai que, bah, ils ont des contraintes qui sont un peu différentes des nôtres, mais dans tous les cas, c'est quand même un milieu dans lequel il y a plein de compétences différentes. Il y a de la programmation, de l'artistique, du game design, du son, de la narration, de la communication pour le sortir ensuite. Enfin, c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui bossent dedans d'ailleurs, c'est qu'il faut des compétences vraiment très très variées et très nombreuses. Donc et arriver à faire bosser tout ce monde-là et avoir toutes ces compétences et que ça fonctionne bien ensemble, c'est très complexe donc commencer petit, ben, ça permet de voir qu'est-ce qui fonctionne et ensuite, augmenter. C'est plus simple que de commencer super grand, de se heurter à un mur et de revoir ses ambitions à la baisse après, ça c'est plus difficile, ça fait mal au moral. Et puis il y a certains types de jeux qui peuvent pas s'adapter à ça. Ouais, après c'est vrai que si on part sur un RPG par exemple, bon bah, RPG c'est toujours, assez difficile d'en faire un qui soit pas au moins un minimum ambitieux, quoi. Mmh. Et c'est vrai qu'on l'a pas mentionné là, mais, le tout premier projet qu'on a fait ensemble avec Florentin, c'était pas celui qu'on a arrêté, c'était un jeu sur mobile qu'on a développé en 2 semaines. Mmh mh. C'était vraiment le but de sortir un jeu super vite pour voir, qu'est-ce qu'on arrivait à faire ensemble, si on bossant le plus vite possible. Donc, l'idée c'était de comment il s'appelle ce jeu, le jeu qui était notre inspiration pour ce premier projet? Le Twister? Les Twister, merci. Ah oui, oui, je me rappelle, tu m'avais montré, Ouais. ouais. Bon, l'idée c'était de faire un Twister sur téléphone portable. Donc bon, le concept était relativement simple, le développement est allé assez vite, mais en tout cas, je pense que c'était une première expérience pour voir qu'est-ce qu'on était capable de faire en peu de temps, qu'on puisse le sortir. Alors, bon, c'était sur le Play Store, c'est pas la même chose que sur Steam, mais, c'était une bonne première étape et ensuite on s'est dit: «Bah, on va faire quand même un truc un petit peu plus ambitieux» parce que celui-là, il était sympa, mais c'était quand même pas ça qu'on voulait faire au fond. On a peut-être, un peu sauté des étapes, on est peut-être allé un peu vite, sur le deuxième. Il aurait fallu un truc un peu plus intermédiaire entre les 2, je pense. Concernant le futur, est-ce que vous allez continuer à travailler ensemble? Et si oui, est-ce que vous avez déjà défini votre futur projet? Oui, Mmh. oui pour les 2. Je sais pas si tu veux dire un truc, Flo? Non, rien de spécial, hein. Je pense que juste, on a prévu de continuer à travailler ensemble effectivement et on a commencé à réfléchir un petit peu à ce qu'on voudrait faire dans les prochains mois, voilà. C'est qu'on a envie de faire un jeu en coop local, c'est l'inspiration principale. Après, on a plein d'idées et plein de choses qu'on aimerait faire. On sait pas encore ce sur quoi on va partir précisément. Mais en tout cas, on va continuer à travailler ensemble et faire des jeux de mieux en mieux. OK, cool. Comment est-ce que on peut vous suivre? Est-ce que vous avez une page Instagram, Facebook? On a un Twitter et un Instagram. OK, oui, parce qu'on n'a pas dit le nom de votre studio, en fait.
Effectivement. Tout à fait. Il serait temps. C'est Spiral Fantasy avec un Y, Spiral. OK et donc on peut vous retrouver sur, Twitter? Oui et sur Instagram. Même si bon, pour l'instant, on n'est pas hyper actif, mais dès qu'on a des abonnés, on s'y mettra à fond. Donc venez, venez. Voilà, c'est ça. Et ben, pour moi, j'ai fait le tour. Est-ce que vous voulez, apporter d'autres choses? Non, je pense qu'on a bien fait le tour. Non, pas spécialement en tout cas. OK et ben, merci alors. Ouais, merci à toi. Je t'en prie, merci à toi, de nous avoir invités à cette interview. Merci à Baptiste et à Florentin pour leur temps et pour leurs explications. Vous pouvez suivre leur studio et leurs prochains projets en cherchant Spiral Fantasy, SPYRAL, FANTASY, sur Twitter, Instagram, ainsi que sur leur chaîne YouTube. Et merci à vous pour votre écoute.